Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Raphaël Pidou. Alors bonjour Raphaël. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec moi. Avec plaisir. Alors Raphaël, donc vous avez une carrière impressionnante de violoncelliste, vous avez fait plein de choses, on va en parler, mais je souhaiterais commencer en fait par le début et savoir comment vous avez commencé le violoncelle. Eh oui, ça. C'est la question. Évidemment, évidemment. Je voulais faire comme papa. Ah. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que alors j'ai commencé par le violon parce que ma maman est violoniste, elle était violoniste à l'Orchestre de Paris. Et donc, bon, je suis né dans la musique, hein, inutile de vous le dire, et je crois que j'ai commencé par le violon, je m'en souviens pas, mais donc elle a dû me coller un violon dans les mains entre 4 et 5 ans, quelque chose comme ça. Et puis à 6 ans, j'ai fait du piano. Et j'ai fait du piano sérieusement jusqu'à 11 ans, à peu près, 11 ans et demi. Et je passais les concours, je me souviens avec... comment ça s'appelait, à la cité universitaire, là, c'était les concours du sol, parce que ma prof de piano, c'était Jacqueline Dussol, qui était une merveilleuse pédagogue, et j'étais très assidu au piano. J'ai de vagues restes, mais malheureusement, j'ai abandonné au profit du violoncelle. Ça a été le drame pour justement Madame Dussol, qui disait à mes parents, mais je ne comprends pas que vous lui fassiez abandonner le piano comme ça, alors que j'étais aux Impromptus de Schubert, j'étais au Children's Corner de Debussy, enfin, et c'est vrai que, en fait, je suis responsable aussi, parce que, bon, visiblement, j'aurais pu faire les deux instruments, mais j'ai vraiment lamentablement arrêté le piano. Donc, un conseil, n'abandonnez jamais le piano. À 11 ans et demi, donc, je sonne à la porte de mon père et je lui dis « Papa, je veux faire du violoncelle ». « Ah, mais c'est une riche idée, mon fils, et tu seras mon élève. » Voilà. Et donc, je suis le seul et unique élève de mon père qu'il a débuté, au fond. Hein. Ah oui. Eh oui. Ah ben. Donc, j'en suis très fier. Donc, et il m'avait fait un petit carnet, d'ailleurs. Alors, les exercices, moitié d'archet, les places d'archet, tout de suite, très clair. Bon, attention à la justesse. Bon, attention, comment dirais-je, ne serre pas le manche. Qu'est-ce que je me souviens attention, les démanchés allègent le geste, etc. Ouais. Donc tout de suite, j'étais à la page et j'adorais ça. Et je travaillais, mais comme un fou, quoi, à partir de 11 ans et demi. Alors, personne ne m'avait dit que c'était assez tardif comme début. Et ma foi, au bout de 3 ans, on va dire, je rentre ouais, c'est ça, vers 16 ans, je rentre au CRR de Saint-Maur, puisque ma mère avait déménagé. Et puis, je suis rentré dans la classe de Jean Barthes, voilà. Et mon père m'a tout de suite dit, bon, il se présente au CNSM cette année, donc j'avais 16 ans. Il ne voulait pas que je dise que j'avais commencé à 11 ans et demi, voilà, que j'avais très peu d'années de violoncelle, on va dire. Et là, quand même, j'ai eu le premier tour, mais pas le deuxième. Et Philippe Muller a dit, non, mais on va patienter. Hein, Roland, on va patienter l'année prochaine, a priori. Bon. Et l'année d'après, je suis rentré au conservatoire à 17 ans, donc voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'à posteriori, comme ça, c'était des débuts assez rapides, on va dire. Peut-être même un peu trop, on va dire. J'en sais rien. Mais j'étais heureux et je travaillais tout le temps. Et donc voilà le début, le commencement. Ouais. Mais je me souviens aussi que c'était une manière pour moi de retrouver mon père régulièrement. Parce que bon, mes parents s'étaient séparés, j'avais 5 ou 7 ans, je ne sais jamais. Et en fait, il y avait un truc qui m'attirait, c'est-à-dire que bien sûr, j'ai tout de suite voulu faire du violoncelle. J'ai demandé à mes grands-parents, les parents de mon père, mais tu crois que je pourrais demander à papa si je peux faire du violoncelle? Je demandais la permission. Incroyable. Et en fait, j'ai compris qu'après, c'est pas que le violoncelle qui m'attirait, c'est la carrière du violoncelliste. Et je vois mon père partir avec son violoncelle à la main. À l'époque, on le portait pas en sac à dos. On portait les belles boîtes Hill en bois, là, marron, en daim. Alors lui, il avait fait recouverte en daim. Enfin, bref, et en fait, moi, ce qui m'impressionnait, c'est ça, c'est partir en voyage, partir faire des tournées de concerts, et portant la boîte du violoncelle. Maintenant, c'est l'inverse. Hein. Si je pouvais avoir un porteur pour cette boîte, voilà. Mais et donc, c'est ça qui m'a beaucoup fasciné aussi. Et puis mon père a été très assidu, en fait. Hein.
toutes les semaines, il y avait cours de violoncelle, donc je faisais 1 heure de métro, je sonnais à sa porte, et là c'était le père, mais le professeur. Ouais, non mais... Ça rigolait pas, hein. Il s'en est passé des choses. Et en fait, il y a certains moments où je repense à ce qui s'est passé, j'essaye de rappeler mes souvenirs, et en fait, il était assez sévère avec moi, mais il avait raison, finalement. Et sa femme de l'époque, un jour, disait quand même, t'as été vache avec ton fils, tu lui as dit, dis donc, t'as pas assez travaillé, tu reviendras la semaine prochaine. Et effectivement, je pense que je suis parti un peu comme ça, mais c'était peut-être maladroit de sa part, mais en même temps, je m'en souviens même pas, j'ai pas été choqué non plus, voilà. Et il jouait son rôle parfaitement de prof, et il avait une responsabilité au fond. Et il a pris ça comme un cadeau, je sais pas, de retrouver son fils, de lui apprendre ce que lui avait appris. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore plus investigué, mais il s'est passé quelque chose entre nous de très fort à ce moment-là, à partir de ce moment-là. Et donc à 17 ans, vous êtes rentré au Conservatoire de Paris, donc avec quel professeur? Alors, à 17 ans, effectivement, je rentre au conservatoire. Je fais partie des heureux élus qui rentrent en 1984, rue de Madrid. Je me souviens encore de la tente sur le trottoir de la rue de Madrid. Oui, avec la petite liste qui s'affiche. Vous voyez, c'est un petit papier comme ça, rectangulaire. Et puis, l'appariteur arrive et trombone sur le tableau les admissions. Voilà, et mon nom était dessus. Voilà. Et là, c'est incroyable ce qui se passe. Et puis c'était en septembre, hein, c'est-à-dire qu'on rentrait tout de suite. Ah oui. On était admis, on rentrait tout de suite. Et là, Philippe Muller, waouh. Et je le connaissais déjà, j'avais pris quelques cours particuliers avec lui puisque eh bien, c'était d'usage, et ça l'est toujours, fort heureusement, que les professeurs du CNSM préparent les jeunes poulains, voilà, parce que je pense que c'est important de savoir où on va et quel niveau exiger, etc. etc. Donc, j'étais très heureux, très jeune encore, je pense, même complètement jeune et manquant beaucoup d'expérience, mais j'avais déjà cette facilité de jeu, cette envie de faire de la musique. Le fait de faire de la musique, pour moi, c'était ça, comment dirais-je, c'était naturel, quoi. Enfin, voilà. Et c'est vrai que je parle beaucoup de mon père, mais ma mère aussi, en fait, a joué un rôle important. On n'en parle pas assez des mamans, souvent. Mais, et je pense qu'elle était là tout le temps, en fait. Et j'avais mon beau-père aussi à la maison, qui est un grand corniste français. Et je me souviens que je me sentais épié de temps en temps quand je travaillais le matin. Alors, de temps en temps, mon beau-père me disait « Ça va, Romberg ?» C'est beau, Romberg. Hein, mais non, bon, fais attention à ton mi, là, il était un petit peu haut. Ou alors là, ton vibrato, peut-être sur le sol, tu vois, il n'était pas très beau, l'expression. Enfin, et en fait, mais moi, ça m'allait, moi, j'étais content. En fait, j'étais content de jouer en public, j'étais content de savoir qu'il y avait une oreille qui veillait sur moi. Ça m'a jamais posé de problème. Voilà. Et au fond, je pense que ma mère était contente que mon père m'apprenne le violoncelle et prenne soin de moi. Voilà. Aussi. Donc c'est beau. Et voilà, je me souviens de quelque chose au bout de, on va dire, à l'aube de mes 16 ans ou quelque chose comme ça. J'arrive chez mon père, il habitait dans le 9e à l'époque, un grand appartement parisien magnifique, avec des grandes pièces. Et là, il me dit, regarde là ce qui se passe, avant le cours. Et je regarde, il y avait une boîte de violoncelle. Et j'avais encore un 7/8e, où j'avais pas un entier encore. Et bon, il était temps que je passe sur un entier. Et donc mon père me dit, vas-y, ouvre. Et là, je reçois mon premier grand violoncelle, un Cossin magnifique, que mon père, en fait, m'avait acheté chez Vatelot. Voilà. Et j'étais très ému. J'étais très ému. J'ai fait les premières notes dessus, et là... C'était incroyable. C'était tout d'un coup, je ressentais les vibrations, la puissance de la texture du son, même la manière dont on peut faire sonner un instrument. Voilà, tout d'un coup s'ouvrait un nouveau champ d'action pour moi.
Et c'est ce qui m'a motivé aussi à travailler encore plus et me surpasser sûrement pour rentrer au conservatoire. Mais j'étais beaucoup dans l'émotionnel à l'époque. Toujours un peu, mais j'essaye de veiller à ce que ça ne m'emporte pas. Et du coup, je pense que j'avais beaucoup le trac, en fait. Ouais. Même si j'étais doué, tout le monde disait que j'étais doué. Bon, alors d'accord, j'étais doué, mais ça n'empêche pas qu'il faut du travail. Quand on est doué, il faut quand même avoir la base solide. Voilà. Mais j'y suis arrivé. Et puis le fait d'arriver après dans la classe de Philippe Muller, c'était très structurant, c'était magnifique. Et j'oublie pas ces années un petit peu charnières où mes parents avaient bien visé l'affaire, c'est-à-dire qu'il fallait que j'ai une structure. Je ne pouvais pas que prendre des cours de violoncelle, en particulier avec mon papa. Donc je m'étais inscrit à Saint-Maur, et ma mère était collègue de Jean Barthes, qui était un violoncelliste, membre de l'Orchestre de Paris, et professeur à Saint-Maur. Et pendant 2-3 ans, j'étais dans sa classe, et j'ai fait beaucoup de musique de chambre au conservatoire à Saint-Maur. J'ai adoré cette période-là. Et c'est vrai que c'est tellement important d'être en contact avec des jeunes de son âge déjà, de faire de la musique de chambre, de l'orchestre. Je me souviens avoir fait les continuos du Messie de Handel dans une église à Saint-Maur, avec M. Doury qui dirigeait la classe d'orchestre, qui était le directeur à l'époque du conservatoire de Saint-Maur. Mais c'est des grands moments. Quand on a 15-16 ans, c'est rêver, quoi. Et d'avoir cette responsabilité du continuo. Ma mère faisait déjà beaucoup de baroque, mais j'avais jamais encore vraiment étudié la question. Et je me retrouve à faire du continuo. Ma mère qui me dit, tu sais, les valeurs longues, il faut les lâcher un peu, hein, puis vibre pas trop non plus. Et je dis, ah bon, d'accord. Et puis après, elle m'a fait écouter les bonnes versions, etc. Bon, Doury n'était pas du tout dans l'historiquement informé à l'époque. Bon, voilà. Enfin, je me souviens de ça. Je me souviens des cours de musique de chambre avec Denise Gouarne, qui était une claveciniste, prof à Saint-Maur, et qui m'a donné mes premières armes de la musique de chambre. Enfin, savoir jouer avec l'autre. Je me souviens. Enfin, elle aimait beaucoup les jeunes, et elle nous faisait déchiffrer plein de trucs. J'adorais ça. C'était des moments tellement en fait importants, sans que je m'en aperçoive. C'est pour ça que souvent je dis à mes élèves maintenant, je leur dis mais quand vous êtes au CRR, dans les conservatoires régionaux, avant de tenter les CNSM, imprégnez-vous déjà de musique, faites de la musique de chambre, apprenez à jouer avec les autres, à régler votre justesse avec un tel, là, faire le plus possible d'expérience musicale déjà, pas que travailler devant sa glace dans sa chambre, quoi. Voilà. Et pas que penser instrumentale, voilà. À peine rentré au conservatoire de Paris, donc dans la classe de Philippe Muller, j'avais 17 ans, je faisais déjà de la musique de chambre beaucoup, et puis à l'époque, Daria Ovora, pianiste, remarquable pianiste, et elle était prof de musique de chambre, je crois, à l'époque, ou assistante d'un prof de musique de chambre, je ne sais plus très bien. Elle me dit, Raphaël, écoute, Sonia Wider-Atherton est malade ou a un empêchement, qu'est-ce que tu fais samedi? On joue avec Ivry, donc Ivry Gitlis, on joue à Royan, et on a besoin d'un violoncelliste. Je dis, bah oui, d'accord, mais oui, bah, je suis très honoré, bien sûr, bien sûr. J'avais 17 ans et demi, quoi. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on jouera? Elle dit, oh, je sais pas, t'inquiète pas, tu sais, avec Ivry, il y a une pile de partitions sur le piano, et puis on déchiffre. Et je dis, mais d'accord, mais... Et moi, j'ai toujours bien aimé déchiffrer, j'étais jamais en panique. Bon. Et fort heureusement, donc, on arrive à Royan, je me souviens très bien, et bon, j'étais pas anxieux, j'avais vu un petit peu ce qu'était ce personnage d'Ivry Gitlis, haut en couleur, et un artiste incroyable, et violoniste incroyable, et j'avais déjà repéré le son qu'il avait. Et effectivement, on a répété pendant 2 heures, bon, et Ivry était là comme ça, bon alors, mon petit Raphaël, alors, il va bien ton père, là? Bon, allez, d'accord, bon, alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Alors, allez, Doumki. Alors, Doumki. Alors, Doumki, maintenant, c'est quelque chose que j'ai joué plus de 500 fois ou je ne sais quoi, mais le contretemps dans Doumki est bon, et ça s'est passé très très bien. Il me dit, bon, allez, c'est toi qui commence, hein. Do, mi, la, si, do, mi. Je me souviens, et je me suis jeté comme ça, là,
à l'eau, quoi. Et puis le concert, il parlait au public, il disait voilà, on a un jeune talent là qui vient de rentrer au conservatoire, regardez, il va vous jouer le début de Doom, qui après j'ai dû faire un mouvement de sonate, je ne sais plus lequel, etc. Et j'ai adoré ce concert parce que c'était quelque chose de... En fait, je crois qu'Ivry, à un moment dans sa carrière, il faisait ça, c'est-à-dire qu'il avait envie de communiquer le plaisir qu'il avait à être sur scène, le plaisir d'être un violoniste, et peu importe, ma foi, la perfection ou pas, machin. Et en fait, c'était un violoniste qui parlait avec son cœur, en fait. Et c'est vrai que c'était bizarre, parce que c'est pas ce qu'on avait appris. Attention, il faut répéter, il faut jamais aller sur scène sans répéter, attention ceci, attention cela. Et là, tout d'un coup, c'était l'inverse. Bon, voilà, une expérience assez édifiante, et dès mes premiers mois au conservatoire, enfin... Et pour revenir à votre apprentissage au conservatoire, comment ça se passait les cours avec Philippe Muller? Ben en fait, Philippe, il imposait. Il avait une forme d'autorité naturelle. Hein. Et ma foi, moi j'étais très impressionné. Voilà. Et puis le fait que je sois le fils de Roland Pilou, ça lui faisait pas plus que ça. Voilà. Et il me traitait comme les autres, quoi. Hein, voilà. Et donc, en même temps, je savais qu'il faisait du baroque, et je me disais, ouf, je vais pas être obligé de vibrer et de coller toutes les notes. Parce que j'avais eu quelques expériences déjà de conflits comme ça, d'interprétation très, très vite, très vite. Ah oui. Bah oui, parce qu'à la maison, ma mère, elle a joué avec Malgoire, la Grande Écurie et la Chambre du Roi. Elle a fait partie du Florilegio Musicum, donc les concerts Renaissance avec la Bombarde et tout. Enfin, ma mère a fait partie des pionniers du baroque en France. Jean-Claude Veillant, Pierre Séché à la flûte, Jean-Claude Malgoire, etc., etc. Et moi, je baignais là-dedans depuis l'âge de 7 ans, quoi. Ma mère me dit « Mais tu vas être bien avec Philippe, parce que, tu sais, il fait du baroque, puis il aime ça, puis ça va très bien se passer. » Mais bon, Philippe me disait « Mais allez, là, il faut que tu aies une belle technique, il faut que tu travailles tes études, il faut que tu sois en sécurité, et après, tu feras ce que tu voudras. » Bon. Alors, je continuais de travailler, on faisait plein de choses. Il y avait toujours la moitié du cours études, éventuellement même gamme, je sais plus très bien, mais en tout cas, on travaillait les études. Il était assez sérieux avec ça, et il exigeait qu'on soit parfait dans les études. Et il y avait toujours une étude à faire par cœur, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Enfin, et moi, j'adorais les études, donc ça ne me posait pas de problème. Voilà, on faisait les concertos, on faisait toujours avec un style parfait. Il disait peu de choses, Philippe, mais c'était très bien, parce que du coup, on était attentif. Il répétait jamais, en fait, ce qu'il disait. Non. Et j'aime bien ça. J'aime bien ça. L'art du prof, c'est de répéter, mais quelquefois, quand on répète trop, je pense que l'élève devient de moins en moins attentif, en fait. Enfin, ça, c'est mon expérience de maintenant, mais... Et du coup, je buvais un peu toutes ces paroles qui étaient rares. Mais donc, tout s'est très bien passé. La deuxième année, donc j'étais en deuxième année de premier cycle, tout d'un coup, l'événement violoncellistique français, Christophe Coin est nommé au Conservatoire de Paris. Donc, la deuxième année pour moi, c'est-à-dire 85 à peu près, eh bien, le dilemme, ma mère me dit tu te présentes chez Christophe. Alors, moi, j'écoute ce qu'on me dit. Oui, mais comment tu vas faire avec le violoncelle? C'est pas grave. Quand j'ai cours avec Coin, je changerai sur mon coussin, je mettrai mes cordes en boyau, et puis j'ai mon archet baroque, et puis tout va bien. Et puis quand j'aurai cours avec Muller, hop, je remets mes métals, et ainsi de suite. Alors, vas-y, on fait ça. Je me présente en violoncelle baroque, mais pas en option, hein, c'était vraiment l'entrée en violoncelle baroque, et je rentre. Et je rentre, voilà. Et donc, je me retrouve avec énormément de choses à faire, en fait. Hein. Et puis, Philippe, ça le gênait pas. Ça le gênait pas. Mon père, il commençait à être inquiet. Mon père, il disait, oui, mais enfin, le baroque, quand même, t'es sûr, tu vas tout faire. Fais attention, quand même. Ça fait pas jouer faux, les cordes en boyau, là. Fais attention, quand même. Et puis, ton vibrato, t'es sûr que... parce que baroque, quand même, on vibre pas, ou peu. Bon.
Et moi, j'adorais ces pressions-là, quoi. Et puis moi, j'étais là, je dis, mais non, tout va bien. Et ça m'apporte beaucoup, au contraire. Et puis, bah, avec Christophe, c'était génial. Parce que, alors, on avait cours, il n'y avait pas de salle pour lui. C'était trop exigu, la rue de Madrid. Donc, on avait des cours dans les vestiaires des danseurs de la salle du Pré, la salle d'orgue. Là, il y avait un vestiaire de danseurs, je sais pas quoi. On avait cours là, je me souviens, c'était incroyable. Et puis, Christophe arrivait de ses concerts de partout. Il nous amenait des photocopies d'une rareté, une sonate de je ne sais plus qui. Moi, je découvrais ce répertoire. Je découvrais que les compositeurs de l'époque, les violoncellistes de l'époque, militaient pour leur instrument. Il y avait des petits bijoux. Enfin, moi, j'étais sur une autre planète, quoi. J'étais heureux comme tout. Jouer avec clavecin, c'était mon trip, ça l'est toujours. Et je me dis, ben, allons-y gaiement. Et puis, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais l'année de mon prix moderne, donc la troisième année, j'étais plus dans la classe de Christophe. J'avais démissionné. Mais je ne sais plus pourquoi. Mais tout simplement, peut-être parce que c'était pas compatible. J'avais plus de temps. J'avais pas assez de temps. Et Christophe a dû me dire, bah oui, démissionne, c'est plus simple, parce que comme ça, tu passeras ton prix tranquillement pour la troisième année. Et donc, mais je me souviens plus exactement comment ça s'est passé, mais voilà, donc j'ai fait une apparition éclair dans la classe de Christophe, mais je me souviens de tout ce qu'il m'a dit, en fait. C'est-à-dire que, pareil, Christophe Coince, il vous dit deux trucs dans votre vie et ça suffit pour toute la vie. Enfin, il vous dit, voilà, pendant le cours, et puis ça suffit pour toute la vie. Et au fond, bah, j'ai eu de la chance, en fait, parce que effectivement, on est allé plus en profondeur par rapport à une option, hein, ce qu'on appelle les options maintenant, option baroque, option je sais pas quoi, musique du monde, ou voilà. Et en même temps, je pense c'était incompatible au niveau organisationnel, voilà. Mais moi, ce que je m'amuse à dire aussi, c'est que ça m'a permis de jouer très vite avec mon prof, Christophe, qui m'appelait, qui me proposait des concerts avec lui dans son ensemble mosaïque qu'il venait de créer. Et puis, voilà, j'ai dû l'accompagner, je crois, au Midem de Cannes. C'était un de ses premiers concerts importants où il jouait en soliste, un concerto de Boccherini, je crois. J'étais dans l'orchestre déjà. Enfin, voilà, je commençais à devoir gérer cette double carrière de violoncelliste. En fait, un côté où on me dit ah non, c'est pas bien de faire du baroque, puis c'est pas bien vu, tu sais, pour ta carrière de violoncelliste moderne. Et puis l'autre côté où c'était open, quoi. C'était vas-y, éclate-toi. Et Philippe Muller qui me disait mais c'est génial, vas-y, complètement. Mais bon, tu feras attention à ça, et voilà. Bon. Et quand je suis sorti du conservatoire, bah, j'avais 20 ans, j'ai eu mon prix. Voilà, tout s'est très bien passé. Et puis là, j'avais tout à apprendre encore. Enfin, je veux dire, non pas que j'avais pas assez reçu avant, mais j'avais besoin d'expérience encore. J'étais tout jeune, etc., etc. Et donc, j'avais déjà créé le trio Wanderer avec mes collègues. Et puis, je me retrouve en masterclass au Festival de la Roque d'Anteron, dans les ensembles en résidence qui existent toujours. Et là, je me trouve nez à nez avec Janos Starker et Menahem Pressler et toute la clique de Bloomington, Indiana. Et je pense que Janos Starker, qui m'a entendu déjà depuis 2 jours, on travaillait le domineur de Brahms, on travaillait un Mendelssohn, un trio, et le triple de Beethoven qu'on avait à jouer bientôt. Et donc je me revois encore prendre un cours avec Starker sur la grande scène à la Roque un matin, là, avant que l'arrivée du soleil. Et Starker qui me donne 2-3 tuyaux de doigté, et je les essaye et ça marche. Et je me dis mais c'est incroyable. Et il me fait release tension. Il me donne 2-3 indications en anglais. Moi, l'anglais, j'étais encore pas très bon, quoi, comme beaucoup en France. Bon, et puis le jour d'après, Vincent, mon collègue pianiste,
me dit, bon, il y a Mme Pressler qui m'a parlé, parce que Starker a parlé à Menahem, on pourrait aller à Bloomington, Starker, il est prêt pour te prendre dans sa classe, et puis moi, voilà aussi, et puis en trio, on pourrait, Guillaume Sutre, à l'époque, qui était le violoniste du trio, pourrait aller travailler avec Franco Gouli, et ma foi, on se passe 1 an là-bas, et je me dis, mais je pars en panique. Je me dis, ah, mais on va aller aux États-Unis pendant 1 an, mais au secours, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais quitter maman. Voilà. Et effectivement, c'est le début d'un grand tournant, quoi. S'arracher à l'héritage français, les Français qui forment des Français, qui vont pas voir ailleurs, parce qu'en France, il y a de très bons artistes, parce qu'on a passé, pour aller aux États-Unis pendant 1 an, il faut des sous. Donc on a passé les différentes commissions. Et je me souviens d'une commission, à l'époque c'était la commission franco-américaine, bon, il y a un jury, et il y avait d'ailleurs un violoncelliste dans le jury. Alors Pidou, bon, comment va votre papa? Ça, j'y échappais pas. Hein, ça, je savais. Bon, mais alors Pidou, mais pourquoi vous voulez aller étudier avec Starker? On a des très bons professeurs en France. Alors je dis, oui, mais je voudrais continuer de me perfectionner et puis de rencontrer d'autres musiciens. Et puis on me propose ça. J'ai rencontré Maître Starker là, par hasard. Et puis il m'a donné des conseils qui m'ont plu. Et il y a une opportunité. Donc j'ai envie j'ai envie d'aller porter ce que moi j'ai appris en France aux États-Unis, et puis de recevoir ce qu'aux États-Unis, voilà, puis de le ramener en France, puis d'en parler après. Bon. Il n'était pas très content, il était presque vexé qu'un Pidou français ose demander de l'argent pour aller étudier avec M. Starker. Voilà. J'ai compris après qu'il existait une tension. Parce que c'était 1988, ou plus exactement la fin de 1988, et si mes souvenirs sont bons, c'est l'année où est mort subitement Navarra en plein cours à Sienne, l'Académie chilienne. Voilà. Et en fait, quand j'apprends à mon père que je vais me perfectionner chez Starker, il part en panique aussi. Il appelle la femme de Navarra, Monique, je crois, elle s'appelait. Et Monique lui dit Roland, mais il ne faut surtout pas envoyer votre fils chez Starker. C'est un personnage dangereux. Ce n'est pas un bon professeur. Et Navarra et Starker ne s'appréciaient pas. Au fond, c'était 2 géants de la pédagogie, avec des points communs incroyables, mais ils ne pouvaient pas. Il y avait une jalousie entre eux énorme de carrière, tout simplement. Tout simplement. Navarra enseignait à l'Europe entière. Il avait 4 conservateurs en même temps, Detmold, Paris, Sienne, Vienne, Autriche. Et c'était une usine à élèves, c'était un grand prof. Et Starker, pareil, mais différent. Voilà. Et donc Starker avait une réputation de jouer froid, d'être un personnage glaçant, alors qu'en fait, je l'ai découvert tout autre aux États-Unis, bien sûr. Voilà. Donc c'était amusant. Donc je pars un peu aux États-Unis, pas tranquille, quoi, parce qu'on m'avait dit, oui, mais enfin, tu vois, ce que Navarra a dit, ouais, bon, alors ma mère me dit, mais non, mais c'est très bien, tu vas faire, oh, il faut pas écouter tout ça, c'est des sornettes, bon. Et c'est vrai que, voilà, c'est un tournant, en fait, et tout s'est très bien passé, évidemment. Mes premiers cours avec Starker, c'était fulgurant. D'évidence, il me dit, mais à l'époque, je jouais comme ça. Et je m'étouffais. Alors, j'adorais Bach, mais je n'arrivais pas à le jouer. Je m'étouffais, j'avais l'impression de tomber dans les pommes. Je ne savais pas respirer. Et les premiers cours avec Starker, c'est... Raphaël, can you breathe? Alors, il me dit, est-ce que tu peux respirer? Donc, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il fallait inspirer, expirer. Inspirer par le nez, par exemple, expirer par la bouche. Je ne savais pas. Et j'en veux pas à Philippe. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de respiration. Et puis, il m'a jamais parlé que je
je jouais comme ça, avec la mâchoire inférieure qui faisait comme ça. C'était épouvantable, Donc, Starker m'apprend il m'apprend aussi à faire des gestes avec le violoncelle, c'est-à-dire à rester en vie quand on joue du violoncelle. Par exemple, faire une levée quand c'est une levée, pour faire un signe à son voisin. Bon, voilà. J'étais pas spécialement handicapé sur le violoncelle, mais comment dire, l'évidence, voilà, j'étais passé au travers. Là-dessus, je raconte mes premiers cours à mon père. À l'époque, c'était du téléphone encore. Le fax venait d'être inventé, mais bon, voilà. Et donc, il était très rassuré que je lui dise que ça se passait très très bien et que tout allait très bien, papa, t'inquiète pas. Et donc, mon père me dit, ah, mais de toute façon, j'ai une tournée avec le trio Pasquier, on a une tournée aux États-Unis, et j'ai un jour off, ou 2 jours off, je vais venir à Bloomington. Et donc, mon père se retrouve à Bloomington, et je me souviendrai toujours parce que il arrive, il sonne, enfin, il frappe à la porte de cours de la salle de cours du maître Starker, il ouvre, et Starker se lève, il dit « Oh, Pidou !» Il le reconnaît, en fait, il l'embrasse, tout ça, à l'américaine et tout. Mon père, il est complètement... Et il est resté, il s'est assis, il a écouté le cours pendant des heures et des heures, et il est sorti de là, mon père, il m'a dit « Mais c'est génial, en fait. » Et encore maintenant, mon père me dit « Mais c'est génial ce qui t'a donné, ce qui t'a transmis Starker. Oh, la main gauche que t'as... C'est quand même dingue. Je dis, mais non, mais attends, tu me l'as donné aussi, la main gauche. C'est juste que comment dire, Starker, il parlait du corps, il parlait du moteur. Le moteur, pour actionner un violoncelle, il faut qu'il y ait un moteur avec du fuel dedans, que l'égraissage se fasse, et voilà. Mais apprendre à respirer et détendre la mâchoire comme un chanteur, etc. Et juste, voilà. Ça paraissait évident, mais personne m'en avait parlé avant, aussi clairement, quoi. Moi, ce que j'adorais chez Starker, c'est son côté un peu docteur, quoi. C'est-à-dire que il y avait cette espèce de laser qui passait en 5 minutes, il vous avait analysé. Mais aussi le mental, hein. Ah oui, c'était génial. Moi, j'adore ça. Du coup, je fais ça souvent avec mes élèves, j'aime bien. On peut se tromper après, hein, d'ailleurs. Et donc, il y a plein de choses comme ça où, dans sa technique majestueuse de violoncelliste, enfin, sa technique main gauche, mais aussi sa gestion de l'archet, et puis son chant intérieur, comme on dit maintenant, mais sa beauté d'expression. Et en fait, Starker, c'est quelqu'un de tellement émotionnel qu'il le montre pas, en fait. Et comme il dit, en fait, je suis un iceberg, mais chaud à l'intérieur. et c'est vrai que ça, je l'ai ressenti particulièrement à Bloomington. Et après, à chaque fois que j'allais l'écouter à Paris, quand il venait, où on a joué ensemble, souvent, on l'a fait beaucoup, d'ailleurs, toute ma génération, on l'a fait beaucoup rejouer en France. On le faisait inviter dans les festivals à droite à gauche, etc., pour des masterclass, etc. Et moi, je suis devenu complètement accro à sa manière de jouer, de chanter avec l'instrument, quoi. Enfin, et surtout la résonance, le fait de pas vouloir jouer fort à tel point de vouloir rivaliser avec les instruments solistes, de type piano ou violon. Et en fait, Starker, il faisait résonner l'instrument. Et il y avait des points communs avec Coin, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert là et qui m'a apaisé, quoi. Et je me suis dit, la carrière, c'est pas seulement enfoncer l'archet dans la corde et jouer plus fort que l'autre ou plus vite que l'autre, c'est savoir mettre en résonance un tas de bois et se faire plaisir, en fait, mais pas aller lutter pour... voilà. Alors, quand on me dit, tiens, un tel, il n'a pas de son, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a rien compris, quoi, en fait. Et Starker... alors, en fait, Starker, il était têtu aussi, comme beaucoup comment dirais-je, d'artistes avec
un caractère incroyable. Et en fait, Starker, il avait décidé qu'il ne voulait pas s'abîmer physiquement. Et mes amis, qui en savent beaucoup sur sa vie passée, etc., m'ont dit, mais en Hongrie, bon, c'était un enfant prodige, hein, et Starker, il jouait comme une brute. Il était capable de jouer fort. Bon. Et puis, à un moment donné, dans sa vie et dans sa manière aussi dont il enseignait, etc., c'est pas qu'il est devenu prisonnier de ce qu'il disait, mais il est resté sur sa réserve, en fait. Et au fond, qui même me suivent. Vous trouvez pas que je joue assez fort? Ben, c'est pas grave. C'est à votre oreille de... Vous voyez? Comme quand je vais écouter Jordi Savall, ben, je m'adapte au son des instruments d'autrefois, même si c'est dans une salle de 2000 places. D'ailleurs, souvent, les concerts sont sonorisés maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me faisait beaucoup de bien d'être en contact avec quelqu'un comme ça. Et puis, peut-être que certaines personnes ne sont pas faites pour jouer avec orchestre dans des salles de 3000 places, à bourriner son concerto de Dvorak et à transpercer sa corde. Enfin, voilà, ou tant mieux si ça... Voilà. Mais c'est vrai que là, je me suis vu en Starker, ça m'allait bien, quoi. Ça m'allait bien. Parce que du coup, je me souviens qu'avant de partir aux États-Unis pour cette rencontre avec Starker, mon père m'avait quand même dit... donc peut-être un an ou deux avant la mort de Navarra, il m'avait dit on a des amis qui organisent un festival près de Nemours. Je me souviens, il y avait Luigi Lardi, il y avait Paul Bouffi, il y avait tous ces gens-là, là. C'était super. C'était un festival et ils avaient invité Navarra et j'ai joué là-bas. Je devais avoir 18 ans, 19 ans, je ne sais plus. Et j'ai joué la sonate de Strauss. Parce que Muller faisait beaucoup travailler cette sonate et il avait raison, parce qu'elle est géniale. Et donc moi, j'étais dans ma période un peu où je me cherchais, etc. Et je me souviens des grands accords comme ça. Pim, pim, pam, padam, pam, pam, padam, pam, pim, pam, pam, trim. Et oui, et moi, évidemment, comme je faisais quand même du baroque déjà beaucoup, enfin voilà, et alors je fais tram, je fais un accord comme ça léger, un peu trop lâché, et Navarra, tout de suite, il m'arrête, lui. Pidou! Non! Il faut soutenir! Faut soutenir! Et puis, et là je me rends compte que j'étais pas du tout prêt, quoi. Moi, j'avais l'impression de faire un outrage à mon violoncelle si je soutenais, et en plus, Navarra, là, et pour le coup, il avait raison. Et puis, il y avait des démanchés, j'étais encore un peu raide de main gauche. Enfin, je crois que ça s'est très mal passé. Et je crois que Navarra m'a pourri, en fait. Il a dit « Oh, jeune Pidou, c'est trop jeune, ça. Il faut fortifier ça. Il faut faire... » Et je crois qu'un jour, Martine Bailly, qui est une excellente violoncelliste, a dit à mon père « Est-ce que tu te souviens de la masterclass que Navarra a donnée à ton fils? Parce que il s'est vraiment fait pourrir par Navarra. » Et alors, c'est drôle parce que moi, je me souviens plus. Donc, ça veut dire que quelque part, j'ai occulté. Mais c'est bien. Et effectivement, je pense que Starker, en me parlant de respiration, de détente, il m'a aidé, en fait, à continuer à façonner les moyens techniques que tout musicien doit avoir pour avancer. Voilà. Et pour en revenir à votre séjour à Bloomington, comment ça s'est passé, à part avec Janos Starker? Mais c'est vrai que là-bas, on était sous l'influence de ce grand maître Starker qui jouait avec son pouvoir, forcément. Je me souviens des grandes masterclass du samedi. Alors, 405, je crois, il y avait 200 personnes qui étaient là et c'était la masterclass. On y jouait tous les 15 jours ou 3 semaines. Et c'était fantastique parce que Starker était là en grand maître, il donnait 2-3 conseils et puis tout d'un coup... ça changeait tout pour l'élève. Et ça, je dois dire que c'est un moment exaltant pour le prof de donner un conseil à l'élève, de savoir quel type d'élève peut recevoir tel conseil et entendre la différence instantanément. C'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que je leur dis, vous serez prof bientôt, ça sera votre tour, et pour être engagé comme prof, ce qu'il faut arriver à faire, c'est ça, c'est donner en 10 secondes la bonne phrase, le bon mot à l'élève qui va tout de suite transformer ce qu'il est en train de faire
en mieux. Et ça, je l'ai vu chez Starker dès les premiers moments, quoi. Je l'ai vu sur moi, mais je l'ai vu sur les autres. Et son collègue György Sebök, pianiste, virtuose, hongrois, ils ont quitté la Hongrie sous les bombes tous les deux, c'était pareil, c'était la même école. Et on leur a posé la question, je leur ai dit, mais où vous avez appris ça? Il dit. Et en Hongrie, comment dirais-je, les principes pédagogiques sont très forts, ils sont très imprégnés dans leur culture musicale. À l'Académie France Liszt, eux, ils avaient appris ça de Leo Weiner, leur prof de musique de chambre. Enfin, c'est quelque chose c'est des valeurs très fortes chez eux. Cette espèce de transmission avec l'art de dire les choses au bon moment, sans trop enjoliver, sans détruire non plus, mais juste trouver le grain de sable qui fait qu'après, on va pouvoir démonter la machine. D'ailleurs, et la remonter mieux ensuite. D'ailleurs, c'est ce que disait Starker. Il disait, pour un artiste, le pire, c'est d'être enfant prodige. Parce qu'il dit, il y a toujours un moment où il va y avoir un grain de sable dans la machine, et l'enfant prodige, comme il n'a pas appris, parce que c'est inné, il ne saura pas démonter et remonter. Alors, bien, fort heureusement, il y a des cas inverses, où l'intelligence fait qu'on se sent tout d'un coup faible, où on sent quelque chose arriver, et on se dit, bon, allez, on va faire attention à la machine, là, et voir comment on peut corriger le tir pour pouvoir aller mieux ensuite. Il citait en exemple Yehudi Menuhin, il citait en exemple quelques artistes, et au fond, quelque part, ça a dû lui arriver à lui, qui était aussi enfant prodige. Et je pense qu'il a raison, en fait. Il faut se méfier des choses qui sont innées chez soi. D'ailleurs, ce sont les choses souvent qu'on arrive le moins à enseigner. Et les choses pour lesquelles on a vraiment bossé, essayé de chercher des solutions, souvent on est meilleur pour les transmettre. C'est ce que moi je m'aperçois maintenant. Par exemple, le vibrato, j'ai jamais appris. Même si c'est compliqué d'enseigner le vibrato, parce que finalement c'est quelque chose, je sais pas, c'est un moyen d'expression, c'est tellement personnel que c'est compliqué d'aller... il faut laisser la personne se développer, c'est ça que je veux dire. Mais bon, quand c'est trop nerveux, quand c'est trop serré, quand c'est trop agressif, il faut en parler aussi. Bon voilà, donc ce sont des... Il faut être non intrusif et à la fois juste semer la petite graine. Voilà, attention, ton vibrato, ceci, cela. Mais c'est vrai qu'un vibrato ne s'enseigne pas en théorie. Bon. Mais par contre, tout ce qui est place d'archet, des choses vraiment purement techniques, des choses comme ça, j'arrive à l'expliquer parce que moi-même, j'ai bossé la question, quoi. Voilà. Donc Starker nous mettait en garde là-dessus. Et c'est vrai que tous ces cours, j'ai dû en avoir une trentaine en un an. Je m'en souviens encore, enfin, c'est dans ma bibliothèque de mémoire, et ça me sert toujours, en fait. Et quand je recoupe de temps en temps avec ce que mon père a appris de Navarra, il y a des choses semblables et des choses complètement opposées. Voilà. Dans la posture. Mais en France, on apprenait à jouer du piano avec un livre sous le bras et la pièce de monnaie sur la paume de la main. Et il fallait rien bouger. Bon, maintenant, on sait qu'un mouvement, c'est plus ça que ça, quoi. Voilà. Les timbaliers, c'est pareil. En Allemagne, c'est le bras qui actionne et pas juste du Racel, quoi. Bon, et ainsi de suite. Et c'est vrai que Starker m'a appris à ouvrir le bras, en fait. Moi, je tirais l'archet comme ça, et puis là, ça commençait à coincer, quoi. Donc, relâcher la pression pendant un démanché, par exemple. Être en contact avec la corde et pas avec la touche, ça, c'est des choses qu'on m'avait jamais dit avant. Et je m'aperçois maintenant, en fait, que dans la transmission, il y a toujours tout à recommencer. Parce que je vois les jeunes de maintenant, certains, j'ai l'impression qu'ils ont eu un cours la veille avec Navarra, par exemple, qui ne prenait pas du tout le relâchement dans la... Ouais. Bon, enfin, mon père me disait « allège ton démanché voilà, », c'est trop lourd. Bon, donc c'était ça, c'était relâche la pression pour mieux démancher. Mais ce que je me dis, moi, c'est que l'invention technique, la modernité, les cordes en métal,
la tension énorme sur une caisse de violoncelle fait qu'on a des jeux de plus en plus tendus. La poussée des spectateurs dans les salles, maintenant on joue dans des salles de 2000, 3000 places, bon, etc., fait qu'on a des jeux de plus en plus tendus, donc on serre, on est en tension tout le temps, et il y a un moment donné, on ne peut plus. Et je vois qu'à l'époque, finalement, même on jouait sur boyau jusque dans les années 40, hein, les jeux étaient beaucoup plus souples, parce qu'on ne peut pas serrer une corde en boyau, sinon le son il s'étouffe, etc. Et on ne peut pas démancher en serrant sur une corde en boyau, sinon ça colle. Bon, et je trouve que c'est une forme de virtuosité qu'on perd. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure, éventuellement, sur aujourd'hui, comment je vois les choses dans la pédagogie. Mais c'est vrai que... Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que, bon, par exemple, mon père ou Starker ont fait une partie de leur carrière sur les cordes en boyau. Et ça se sent dans leur technique. Voilà. Technique beaucoup plus souple. Alors, ben, voilà, je reviens des États-Unis, donc avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'heures de travail aussi. C'était l'époque où le trio naissait. On venait de gagner un concours international, malgré notre jeune carrière, le concours de Munich, de trio. Et puis, voilà, c'est les angoisses du début d'une carrière. On ne sait pas ce qu'on va faire, en fait. On ne sait pas ce qui va se passer. Et pendant quelques années, comme ça, ben, on avance au gré des concerts, des propositions de concerts, de l'expérience acquise, des rencontres ou pas de rencontres, ou voilà, qu'est-ce que c'est qu'un agent, un impresario, mais bon Dieu, c'est quoi ça, ce mot, mais pourquoi nous, pourquoi pas nous, enfin voilà, et puis on se laisse porter par ce qui vient ou ce qui vient pas. Et au fond, c'est l'apprentissage de la vie professionnelle, c'est ça, on ne sait pas à l'avance. De temps en temps, mon père qui me disait, tu sais, si tu n'as pas assez de concerts de trio, bah, tu pourras te présenter dans un orchestre, hein, après tout. Et c'est vrai que Starker, Navarra, Fournier, mon père, ils ont tous fait de l'orchestre. Ils ont tous commencé leur carrière à 30 ans, 35 ans. Les carrières à 18 ans en sortant du conservatoire, ça n'existait pas à l'époque. Ou alors c'était très rare. Et je pense beaucoup à ça parce que je rassure mes élèves maintenant, souvent, sur ça. Ah oui, mais un tel, il a déjà gagné un concours, puis il a 100 concerts prévus sur 3 ans. Ah oui, mais bon, dans 3 ans, il aura 23 ans, et il va faire quoi à 23 ans? Est-ce qu'on va continuer avec lui, ou est-ce que ça sera un autre, et ainsi de suite. Enfin, le plus important dans notre métier, et c'est ce que disait Starker, c'est ce que disait Mme Pressler, c'est de durer. Et le plus important, c'est d'être réinvité après avoir joué. Et au fond, c'est vrai. Et on a des carrières longues, contrairement aux danseurs ou aux sportifs. Et je pense qu'à 40 ans, on atteint tout juste la maturité, une forme de maturité, et on commence à être libre, à vouloir faire ce qu'on veut, et à donner quelque chose de nous qui enfin devient, j'allais dire, paisible, quoi, et peut-être plus profond. Enfin, voilà, et c'est pas la course, il n'y a pas de compétition dans nos métiers. Et c'est pas vrai de dire que les impresarios ne s'intéressent plus à vous une fois que vous avez passé 25 ans. J'entends ça encore, comme j'entends « Ah, c'est pas bon de faire du baroque, tu sais, pour ta carrière ». J'entends encore des choses comme ça. Ça me fait rigoler maintenant, mais ça me fait sourire. Mais c'est vrai que on vit une époque, au fond, où les erreurs se répètent. On a beau se dire « Mais ça y est, on y arrive maintenant ». Ben non. Et vous voyez, le historiquement informé maintenant, on pourrait se dire que bon, bah, tout le monde sait comment jouer Bach, comment jouer Mozart, comment jouer Wagner, comment jouer... Bah non, comment jouer Shostakovich. J'ai du mauvais goût dans Shostakovich maintenant. Bah ouais. Alors que tout est marqué, les indications de Rostro qui a travaillé d'une manière tellement assidue avec Shostakovich. Bah non. On peut faire tirer, par exemple, et c'est pas gênant, ça gêne personne d'ailleurs, au fond. Bon. Il faut savoir s'adapter à son temps aussi, et puis relâcher des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Et du mauvais goût, il y en a eu toujours, à toutes les époques, au fond. Mais c'est vrai que les erreurs du passé, qu'on a corrigées ensuite, se répètent. Je vois par exemple dans les éditions des concertos, par exemple. Alors, il y a des grands éditeurs qui vont éditer la partition autographe, voilà, par exemple d'un concerto de Haydn.
Alors ils vont vous vendre le truc avec voilà, c'est l'original. Ah oui, mais dans l'original, il y a des fautes. Il y a des bécards qu'on confond avec des dièses. Il y a des phrasés qui ne sont pas aboutis, parce qu'à l'époque, on marquait pas les coups d'archet. Tout le monde savait phraser, parce que c'était la musique de son temps qu'on jouait, etc., etc. Et on vous vend ça comme la Bible, alors que en fait, le travail qu'avait fait notamment Maurice Gendron dans les années 60-70, où il avait justement marqué les coups d'archet de base, les phrasés de base, son travail est excellent. Et vous voyez, et on revient toujours à des choses qui sont... Alors, sous prétexte que c'était comme ça à l'époque, mais en fait, heureusement aussi, à l'époque, on faisait des erreurs, notamment sur les éditions. Quelquefois, il n'y avait même plus de bougies, donc on arrêtait d'écrire, on mettait le minimum, c'est-à-dire les notes. Qu'est-ce qu'on nous a vendu comme coup d'archet de Bach depuis une moitié de siècle, quoi. Quel est le violoncelliste qui n'a pas enregistré du Bach et ne nous a pas obligés à acheter sa partition à la flûte de Pan? Mais j'ai du respect pour ces gens-là, parce qu'au fond, tout le monde y croyait. Dernièrement, avec Christophe Coin, on a fait un projet au CNSM, et les recherches nous ont poussé jusqu'à découvrir ce recueil des suites de Bach, qui devait traîner dans la bibliothèque du conservatoire dans les années 1820-1830, on va dire. Et c'est vrai que c'était l'époque où Mendelssohn et d'autres redécouvraient Bach, qui était complètement oublié. Et Louis Norblin, prof au conservatoire à l'époque, raye le mot suite, il marque étude. Et il se dit, mais c'est génial ça, on va le faire travailler aux élèves. Bon, suite, qu'est-ce qu'il voulait dire là? On met étude, et il met des coups d'archet de l'époque, qui sont d'ailleurs super, très proches de ce qu'on pourrait faire maintenant d'ailleurs. Et peut-être marqué un petit peu par du romantisme, et encore, je ne sais même pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire non plus, le phrasé baroque? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas phraser baroque avec un archet moderne et des cordes en métal. À partir du moment où vous jouez sur le boyau avec l'archet d'époque, mais alors qu'est-ce que c'est qu'un archet d'époque? Puisque l'archet, il n'a pas arrêté d'évoluer, donc on est dans une transition perpétuelle. Enfin bon, voilà, tout ça, c'est compliqué, en fait. Ce qui est important, c'est juste... d'avoir un peu d'expérience et puis de ne pas se figer dans quelque chose. Moi-même, si on me demande de jouer une suite de Bach demain, j'ai aucun problème pour la jouer sur les cordes en métal ou un archet moderne, ou sur un archet baroque avec l'archet baroque, ou sur la sixième suite sur le 5 cordes que enfin je me mets à jouer, parce que ça, on va en parler aussi, mais bon, voilà. Et je trouve ça très bien, mais j'ai pas de problème, quoi. Le plus important, c'est servir le compositeur qu'on joue. On n'est pas obligé de respecter absolument ce que c'était à l'époque, puisque ce n'est plus comme avant. Les salles de concert ne sonnent même plus comme... Voilà. Et à l'époque, on jouait quand même plus, à mon avis, dans les salons que dans les églises. Donc, voilà. Mais par contre, faire attention aux phrasés et aux périodes de l'histoire de la musique, oui, bien sûr. Une liaison n'est pas pareille dans Messiaen que dans Couperin ou dans Bach, bien sûr. La première année où je rentre au conservatoire dans la classe de Philippe Muller, il avait invité Paul Tortelier pour une masterclass. Et évidemment, ça tombe sur moi. J'étais en train de travailler le prélude de la 4e suite de Bach, et Muller me dit, tu joueras ça à Tortelier. Bon. Et vlati pas que, moi j'étais déjà sous influence baroque, on va dire, et je joue mon prélude détaché, à la manière d'un claviériste, au fond, hein, parce que voilà, je pense que c'est a priori le tempo qu'on ferait au... Voilà, et puis c'est pas du tout une écriture instrumentale, violoncellistique, c'est vraiment du clavier, ce truc-là. Bon, bref. Tortelier m'arrête au bout de 3 lignes, il me dit « Jeune Pidou, mais enfin, Philippe, il faut pas laisser ce jeune Pidou jouer comme ça du Bach. Regardez, ça chante, jeune Pidou. Et vous liez, là, vous liez. Parce que le changement de corde, c'était un gros mot, en fait. La corde à vide, c'était un gros mot. Il fallait pas faire de corde à vide, pas faire de changement de corde, et il fallait vibrer toutes les notes. Et là, on était un bon violoncelliste. Ça me fait rire maintenant. Mais c'est vrai que je suis passé par ça. Et
Et au fond, c'est agréable de se dire que toutes les manières sont bonnes pour essayer d'arriver à quelque chose de voilà. Mais quand même, les suites de Bach, elles ont souffert beaucoup. On s'en est beaucoup servi. Et je pense que le rayonnage actuellement des grands magasins de partitions, il y a, à l'onglet suite de Bach, ça prend encore beaucoup de place. Et moi, je dis souvent à mes élèves, mais arrêtez cette fabrique de coups d'archet. Est-ce que vous connaissez le répertoire de Bach? Alors, peut-être écoutez moins de versions des suites et jouez plus pour vous les parties de cello, des suites pour orchestre, des bandes bourgeois, quelques solos de violoncelle, de continuo, des arias dans les cantates. Et là, vous reviendrez aux suites en ayant peut-être compris quelque chose et senti quelque chose de différent. Et là, je rends hommage à toute la génération qui a atteint maintenant 60 ans, des grands violoncellistes de grande formation baroque, entre guillemets, des continuistes, on les appelle, des violoncellistes qui ont accompagné les chanteurs dans les récitatifs, qui ont joué des arias merveilleux dans les cantates. Il y a des solos extraordinaires de violoncelle dans les cantates, dans les passions. Mais j'en ai la chair de poule rien qu'en voilà, j'en ai joué fort heureusement. Et je me dis, voilà, ça c'est la mission du violoncelle sur Terre. C'est jouer dans le grave, avoir un beau son. Et ça, c'est ce que je dis à mes élèves quand ils rentrent dans ma classe. Je leur dis, moi je veux que tu ressortes avec le plus beau son de la Terre et que tu sois heureux dans la tessiture du violoncelle au départ, c'est-à-dire les graves, les médiums. Bon, les aigus, bien sûr que maintenant on joue sur 4 octaves et on joue jusqu'à la colophane, c'est magnifique, mais n'oublie pas ton grave et ton médium et ta résonance. Et le fait qu'on n'est pas en compétition avec le violon, on ne le sera jamais. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on dirait que vous avez quand même reçu des tas de sons de cloche différents au fur et à mesure de votre apprentissage et vous parlez de vous faire pourrir par Navarra ou même la Tortelier, du coup un peu la même chose. Mais en fait, ça n'a pas l'air de vous avoir dérangé, vous tracez votre route tranquille. Ah non, ça ne m'a pas dérangé. Puis j'avais sûrement aussi l'envie pas de déranger, mais de leur montrer ce qui était le goût du jour, quoi. On ne pouvait plus ignorer la montée du baroque. Mais quand j'arrive à Bloomington avec Starker, j'ai mon dernier disque de Hanner Belsma dans la poche, et de temps en temps, je le fais traîner comme ça, et il connaissait à peine. Et je me dis, alors tous les ans, il a invité une personnalité, et je me dis, mais il faudrait lui dire à Starker d'inviter Belsma. Alors ça s'est pas fait, enfin je sais plus très bien, mais ça me chagrinait beaucoup. Et d'ailleurs, je me souviens d'un cours, je lui ai joué tout le répertoire à Starker, enfin tout le répertoire indispensable. Et il y avait des choses dans lesquelles il n'était pas forcément, enfin, comment dirais-je, il validait pas ce que je faisais forcément. Et d'ailleurs, un jour, parce que moi j'étais dans la Scordatur dans la 5e suite, ce qui était relativement nouveau en 89. Hein, et je pense que sur la planète, il y avait peut-être 80% de violoncellistes qui jouaient encore avec le do sol ré la. Et la 5e. Je l'avais travaillé avec Philippe do sol ré sol, pour moi c'était une évidence. Et Starker, il m'arrête. Pareil, il me dit t'as pas autre chose à me jouer? Non, j'aime pas la corde de la quand elle est désaccordée en sol. Tu vois, ça sonne voilà, bon. Et puis en gros, j'ai rien à t'apprendre là-dedans, tu fais ça très bien, nanana. Je me suis remis au la, j'ai désaccordé sol et do, et je lui ai joué Kodály. Et là, il m'a appris des trucs, mais déments, quoi. Mais dément. Et il m'a montré, il m'a mis dans l'univers Kodály. Et ça, c'était un grand moment. Et voilà, et moi j'adorais comment il jouait Bach. Mais voilà, je joue pas comme lui. Et d'ailleurs, la mission, c'était de se dire, il faut pas jouer comme lui. Il faut pas copier, en fait. Et ça, c'est vachement dur quand vous avez un gourou devant vous, enfin, pas un gourou, mais vous voyez ce que je veux dire, un monument du violoncelle devant vous, il vous montre un truc, vous êtes là, vous le saisissez. Moi, je l'imitais en cours, mais j'y arrivais pas, mais quand il montrait sa façon de démancher, sa façon d'être expressif à l'arrivée du démanché et de chanter, enfin, et puis avec des moyens exceptionnels. Quand il nous montrait des passages virtuoses d'études de Popper ou de concertos
de Schumann ou je ne sais quoi, ou les rococo ou je ne sais quoi, c'était exemplaire. Ou même dans Kodály, justement, cette virtuosité, cette légèreté d'action, de changement de position, enfin bon, bref. Voilà. Et en même temps, il fallait trouver sa voix, il ne fallait pas l'imiter. Et il était facilement imitable, ne serait-ce que par son cue, give the cue. Voilà. Bon, alors un jour, on faisait de l'orchestre et on était tous les violoncellistes à faire ça à chaque levée. Ça faisait un peu trop. Bon, voilà. Et je me souviens d'une dernière anecdote, après on passera à autre chose, mais il y avait des concerto competition là-bas, c'est-à-dire que les élèves au sein des classes gagnaient un concours au sein de la classe et le meilleur avait droit de jouer avec orchestre. Et je me retrouve à accompagner un étudiant pianiste qui jouait le deuxième concerto de Brahms avec ce fameux grand solo dans le mouvement lent pour violoncelle. Et donc j'étais violoncelle solo de l'orchestre à ce moment-là. Et Madame Pressler écoutait la générale de son étudiant en fait qui avait gagné ce concours. Et moi, sous l'influence Starker, qui avait été violoncelle solo de l'orchestre de Chicago, qui avait enregistré ce concerto avec pas mal de pianistes, j'écoute pour m'inspirer son solo. Et au moment où tidom, tidom, il y a ce démanché, on relâche parce que le phrasé l'exige et on fait tidom, voilà, je fais tidom, je joue la glissade, je joue le portamento comme le faisait Starker dans l'enregistrement. Mais ce qui n'est pas le phrasé. Brahms a voulu tidom, tidom, et moi je le fais donc tidom, un peu Hollywood quoi, un peu. Pressler vient me voir à la pause et me dit Pidou, don't play like that, don't play like that. Alors j'ai pas osé dire parce que en me disant ça, il me disait ne joue pas comme Starker. Et c'était impressionnant parce que Pressler, il était c'était un grand prof. Hein. D'ailleurs, on n'a pas pris beaucoup de cours de musique de chambre là-bas avec lui, on les avait pris avant et après. Et c'était un type d'une exigence hors pair, mais merveilleux musicien, quoi. Bon. Donc à ce moment-là, vous avez une carrière vraiment florissante, il se passe plein de choses pour vous et vous avez déjà commencé à enseigner ? Alors j'ai enseigné assez jeune. J'ai ma première classe, je pense que j'avais 19 ans, c'était au conservatoire de Rosny-sous-Bois. J'avais quelques élèves déjà, sous ma responsabilité, des jeunes, hein, des tout petits. Et puis ensuite, j'ai eu une longue période sans enseigner. Et assez naturellement, après la trentaine, je recherchais un poste, en fait. Donc j'ai enseigné quelques heures dans le 9e arrondissement, au conservatoire municipal du 9e arrondissement, et c'est ce qui m'a propulsé quelque part vers le CRR où un poste s'est libéré et on m'a appelé là pour enseigner. Et ça, j'ai fait ça pendant 7 ans, ce qui m'a ouvert un champ incroyable en fait sur la transmission et le fait que j'adorais ça. Et que j'en avais énormément envie. Et donc j'ai accepté très vite, au bout de 2 ans, j'ai accepté les 16 heures complètes du poste, ce qui était beaucoup avec ma carrière de concertiste, mais j'ai pu mener ça vraiment à bien. Donc m'occuper des jeunes enfants qui sont en horaire aménagé, les motiver, malgré certains qui se retrouvaient là un peu par hasard, qui n'avaient pas prévu forcément de faire du violoncelle leur métier, et puis aussi des pépites qui vous les accompagnez juste à leur entrée au CNSM et vous essayez de ne pas les abîmer, juste de leur donner ce qu'il faut pour continuer leur ascension. Et puis c'est vraiment cette période au CRR, ça m'a appris beaucoup de choses. Aussi, on avait un directeur extraordinaire à cette époque-là, Xavier Delette, qui laissait libre les professeurs, qui leur faisait entièrement confiance. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé les journées du violoncelle, qui s'appelaient Violoncelle en scène. Tous les 2 ans, on faisait une grande fête du violoncelle pendant 3 jours. C'est là où j'ai mis au point les concours, dont un qui perdure maintenant, le concours international de lutherie. J'avais organisé aussi dans toute la France des présélections pour une finale à Paris, le concours de jeunes, de 12 ans à 18 ans.
Enfin, c'était énorme, c'était des concerts, j'avais fait les concertos rares à Gaveau, on avait rempli la salle Gaveau avec un orchestre que j'avais constitué de jeunes étudiants de CRR avec des solistes de l'orchestre de Paris. Enfin, c'était complètement fou ce que j'avais créé à l'époque. Je l'ai fait de 2010 à 2016 avec le soutien de l'Association française de violoncelle que j'avais créé avec quelques collègues à mon retour des États-Unis. Tout le monde m'avait dit « Oh mais non, c'est impossible de créer une association française du violoncelle en France, tu vas pas y arriver. » Bah si, on est arrivé. Et puis elle perdure maintenant. Voilà, elle est dans les mains de Xavier Gagnepin maintenant. Et c'est vrai que voilà, c'était des années assez magiques où en fait j'ai créé des choses et je ne savais pas pourquoi certaines marchaient, certaines ne marchaient pas. Et au fond, il reste toujours quelque chose à ce qu'on crée, en fait. Voilà. Il y a des choses qui vont s'arrêter parce que ça devait être comme ça, et puis d'autres qui vont perdurer, se déployer. Et c'est un peu la philosophie que m'avait transmis Christophe Coin. Un jour, il m'a dit tu sais, il faut être éclectique dans la vie, il ne faut pas se retenir, et puis il y a toujours un truc que tu vas suivre après qui va être plus, qui va se construire davantage que d'autres projets qui vont, eux, avorter, etc. Et c'est vrai que je trouve ça bien, c'est ce que je dis à mes élèves maintenant, c'est que je leur dis, n'ayez peur de rien, et faites ce qui vous fait plaisir dans l'instant, et ne vous interdisez pas. Par exemple, j'ai beaucoup d'élèves qui s'interdisent de faire de l'orchestre, mais je leur dis, mais c'est la base de tout. C'est là où on rencontre la musique, le répertoire, les chefs d'orchestre. Voilà. Mais c'est pas une corvée, l'orchestre. Et ça, je ne comprends pas qu'en France, on soit encore avec cette idée d'être soliste. Être soliste, ça n'existe pas. C'est juste un miracle quand ça arrive. Mais je veux dire, c'est pas une vie d'être soliste. D'ailleurs, tous les solistes recherchent tellement la musique de chambre, recherche tellement le contact avec les autres musiciens, évidemment que j'aurais souhaité, c'est exaltant de jouer un concerto avec orchestre, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut avoir une puissance, il faut avoir, comment dirais-je, moi je suis trop émotionnel par exemple. Imaginez quelqu'un qui veuille vous faire la peau, qui vous écoute. Un chef qui n'est pas content de vous et qui vous laisse faire vos 3 concerts. Ah non, je détesterais ça. Moi, j'aime me sentir, comment dirais-je, bien quoi, sur scène et être heureux avec la musique et avec ce que je fais et pas devoir lutter ou s'imposer. Voilà. Mais en même temps, il y en a qui arrivent très bien. Et donc, je dis à mes élèves, mais voilà, soyez complets et ne vous... comment dirais-je, ne décidez rien maintenant, en fait. Vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous savez pas ce que vous allez devenir. Et je pense que c'est ça, la carrière, c'est avoir le plus de projets possible. Bon, quand il y en a trop, il y en a qui s'éliminent par eux-mêmes, et puis par contre, s'il n'y en a pas assez, le réveil est douloureux. J'ai beaucoup d'anciens élèves qui viennent me voir à 30 ans, et vous aviez raison, j'aurais dû passer pour avoir mon diplôme pour être prof, parce que maintenant, voilà. Ah, j'aurais dû faire ci, parce que maintenant, Et moi, c'est ce que je dis, il faut avancer avec sa génération. Vous savez, il y a les populaires et les incompris, ou non, comment on dit. Et c'est vrai qu'il vaut mieux être populaire, parce qu'il vaut mieux avoir plein de collègues, plein d'amis altistes, violonistes, accordéonistes, pianistes, avec qui on peut faire de la musique de chambre, faire des rencontres musicales, pendant nos études au conservatoire, et puis après, plus tard, 5 ans, 10 ans après, ils vous appellent, tiens, j'ai créé un orchestre, tiens, j'ai un festival, viens, je t'invite, et c'est ça, la carrière, c'est être ouvert, être open, être généreux, voilà. Et ne pas craindre, parce que souvent c'est, ah oui, mais j'ai pas le temps de travailler, parce que je vais faire de l'orchestre, je vais pas avoir le temps de faire de la musique de chambre, etc. Non, c'est pas vrai. D'abord, tu auras une base. Si d'ailleurs, quand bien même tu rentres à l'orchestre, parce que vous savez, maintenant, les concours, c'est quand même un niveau de concours international. Hein. Et puis, on oublie qu'en France, malheureusement, c'est encore Paris ou rien. Alors qu'en Allemagne, on est sur un autre modèle et qu'on enseigne ou qu'on joue à Francfort, Berlin, Munich ou Hambourg ou Düsseldorf, c'est pareil.
j'ai une élève allemande là, qui est en Erasmus, qui vient de rentrer académiste à l'orchestre de Karlsruhe. Elle est heureuse comme tout. Et elle n'a jamais fait autant de progrès depuis qu'elle sait vous voyez ce que je veux dire. Moi, voilà, j'ai une élève qui s'est plainte parce que elle croyait que je l'obligeais à faire de l'orchestre. Alors que je suis là pour essayer de leur expliquer ce que c'est que la réalité de la vie. D'ailleurs, je leur dis, mais faites du violoncelle baroque. C'est 40% de la carrière maintenant, le baroque, l'historiquement informé. Il y a un débouché tel. En France, on est les rois de la freelance. Dans le monde, il n'y a jamais autant de freelance qu'en France. Bon, il faut en profiter. Et quelqu'un qui ne sait pas jouer avec le violoncelle baroque ou classique ou romantique sur boyau, enfin je ne sais quoi, maintenant il y a tellement d'éclisons, ben, il est malheureux. Il est malheureux et il aura moins de boulot, forcément. Voilà. Alors Raphaël, je me posais la question parce que vous m'avez donné rendez-vous ici, on n'est pas chez vous, on est rue de Rome. Donc je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous faites ici. Alors effectivement, ici c'est la Maison Talent et Violoncelle, 62 rue de Rome. C'est un lieu merveilleux. Il y a une douzaine d'années est né ce projet que j'avais d'aider les jeunes musiciens à trouver l'instrument à la hauteur de leur talent. Parce que c'est trop difficile maintenant pour un musicien de pouvoir acquérir un instrument de qualité et il fallait leur venir en aide. Le constat est venu du fait que moi-même, pour trouver un instrument, j'ai eu beaucoup de mal. Bon, j'ai eu un mécène de famille, on va dire, puisque ma mère partait à la retraite de l'Orchestre de Paris et avait décidé que son violon irait, une partie de son violon irait dans mon violoncelle. Donc c'était un bel acte de transmission, on va dire. Mais tous ne sont pas chanceux comme moi. Et donc, les hasards des rencontres ont fait qu'une amie m'a présenté un chef d'entreprise qui a décidé de bâtir ce projet avec moi, qui était de créer une association qui trouverait des fonds pour acquérir des instruments, en commençant par le violoncelle, parce que le violoncelle, dans l'histoire de la lutherie, au fond, c'est un instrument qui est gros, qui coûte plus cher qu'un violon, qui se perd, qui se casse plus vite qu'un violon, qui se brûle. Un violon, on l'oublie au fond d'une armoire, un violoncelle, ça ne rentre pas dans une armoire, etc., etc. Il y en a de moins en moins. Ils sont très rares, ils sont chers, voilà. Et on a commencé par le violoncelle, et maintenant on prête des altos et des violons d'ailleurs. Et donc François-Xavier en scooter, donc mon président de l'association Talent et Violoncelle, m'a aidé à construire ce projet. C'était pas simple. On arrivait dans le monde des luthiers, dans le monde des musiciens. On nous disait, mais qu'est-ce que vous voulez faire, vous Mais attendez, si on prête des instruments aux jeunes, ils ne vont plus en acheter. Donc vous allez faire... la lutherie va dépérir. Bon, c'est parfaitement l'inverse, ce qui s'est produit, hein, bien sûr. Et finalement, on a réussi, au bout de quelques années, à s'implanter dans le milieu, et puis surtout à trouver nos premiers mécènes. Et toujours, c'est ce que je dis à mes élèves, le hasard des rencontres. Le plus important, c'est l'expérience, et de pouvoir avoir quand même un peu d'ambition, et d'être à l'aise à rencontrer les gens. Et pour nous, musiciens, rencontrer les gens, c'est après le concert. Voilà, par exemple. Bon. Et effectivement, après un concert, un journaliste m'avait interviewé, une partie du public avait entendu ce que je voulais créer, et une personne, Gilbert Roux, voilà, m'a fait rencontrer le groupe des caisses d'épargne, et on a commencé notre aventure avec les caisses d'épargne qui ont construit jusque-là 11 instruments, ce qui est exceptionnel, et 11 instruments à des grands luthiers français et qui sont régulièrement prêtés. La caisse d'épargne reste toujours notre mécène le plus important, avec le groupe BPCE qui aide l'association à vivre, et nous prêtons actuellement plus de 75 instruments, donc c'est énorme. On a de plus en plus de demandes de jeunes, parce que mon président de temps en temps me dit mais un jour on va réussir à prêter à tous les jeunes qui sont en demande. Eh ben non.
toujours pas. Donc le prochain business plan, on va peut-être aller à 150 instruments, je ne sais pas. Mais c'est vrai que on fait dans le qualitatif aussi. Et puis on a plusieurs catégories de prêts. Donc on a des instruments qui nous appartiennent à l'association, soit sous forme de dons. Certains généreux donateurs font un don à l'association qui est déductible des impôts, puisqu'on a le rescrit fiscal, donc, ce qui permet de déduire 66% de la valeur du don dans ces impôts, étalés sur 5 ans. Donc c'est énorme. Et ça, c'est la loi sur le mécénat en France qui est exceptionnelle. On n'imagine pas, mais voilà, c'est une grande chance. Et donc, on s'en sert, on en parle, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Et puis, on a aussi des mécènes qui restent propriétaires de leur instrument et qui nous le confient pour qu'on puisse le faire évoluer, cet instrument. C'est qu'un instrument évolue avec le temps, se bonifie avec le temps, parce qu'il est joué. Et quand il est bien joué, c'est encore mieux. C'était la réflexion dont me faisait part Franck Ravatin, qui est un grand luthier français, qui me disait, écoute, un jour, j'ai construit deux instruments identiques, le même modèle, à 2 mois d'intervalle. Et puis 3 ans après, mon ami chirurgien, à ses heures perdues, fait du violoncelle, me l'avait prêté me l'avait redonné pour réglage, et l'autre instrument était un jeune professionnel, et il est revenu aussi dans mon atelier pour réglage au même moment. Et on a joué les 2 instruments. Ils ne sonnaient pas du tout pareil. Il y en avait un qui avait un son moelleux, chaud, rond, plein de résonances, plein de projections, et l'autre qui était encore un peu vert, avec un son un peu... Voilà. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit à nos mécènes. On leur dit, voilà, vous créez du patrimoine, on sait maintenant qu'un instrument moderne qui sonne bien tout de suite, il sera encore mieux dans 100 ans, 200 ans, puisque on a retrouvé des lettres de Vivaldi, Corelli, qui disaient « Tiens, je suis passé à Crémone, j'ai essayé un Stradivarius, il est tout neuf. » Bon, à l'époque, on ne savait pas que le Stradivarius allait devenir la star internationale, voilà, planétaire. Mais voilà, déjà, ça sonne bien. Donc c'est ce que je me dis. Je me dis, un instrument qui sonne bien maintenant, il sonnera bien dans 200 ans. Voilà, et c'est exaltant de pouvoir construire du patrimoine comme ça, de pouvoir aider. Là, on en est à notre 120e jeune qu'on a aidé jusque-là. Et puis, on s'amuse beaucoup. On a des projets satellites aussi. On a créé, en coproduction avec la Philharmonie et le Musée de la Musique, le premier concours international de lutherie. Donc, le violoncelle a eu lieu l'année dernière. Le violon aura lieu l'année prochaine, pendant la Biennale du Quatuor à cordes. Donc, on est très fiers de monter ce projet avec la Philharmonie et le Musée de la Musique. Ce sera 2 concours en un. Des luthiers jeunes étudiants encore en cours d'études dans les écoles internationales de lutherie viendront avec un modèle du violon Stradivarius Sarasate du musée, et puis le concours pour les luthiers déjà établis. D'ailleurs, il y a même des professionnels de renom qui, en général, se présentent à ce concours-là. On va créer bientôt l'Académie Talent et Violoncelle, donc à l'intérieur de cela, une bibliothèque musicale avec des ventes en ligne de partitions. Il y aura aussi, on fait beaucoup de masterclass. On a inauguré avec l'Orchestre Colonne une série annuelle où on fait jouer pendant une journée 6 étudiants pour la première fois avec orchestre. On leur fait jouer un concerto. Et c'est exaltant de les voir pour la première fois se batailler avec un orchestre derrière eux et faire leurs premières armes au fond, et sentir ce que c'est que le concerto de soliste avec orchestre. Et puis voilà, on fait énormément de choses, énormément de projets. On soutient beaucoup de luthiers dans la restauration, dans la construction. On a fait construire près de 40 instruments modernes et on a toujours plus de mécènes. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'au fond, on a mis du temps à démarrer et maintenant, on est presque obligé de sélectionner tellement on a de propositions. Et en même temps, il y a beaucoup à faire encore. Et c'est vrai que les instruments de prestige du 19e siècle, du 18e, du 17e siècle sont devenus tellement hors d'atteinte maintenant. Donc on a besoin
pour accompagner les jeunes pros dans leur carrière, on a besoin beaucoup d'aide et de mécènes qui comprennent au fond que un instrument n'a pas de limite dans le temps et que d'investir dans un instrument, c'est du patrimoine, c'est le culturel, c'est du social aussi, parce que on aide des jeunes qui n'auront pas les moyens de s'acheter un instrument comme ça et n'auront pas le plaisir, ne connaîtront pas le plaisir de pouvoir jouer sur un instrument comme ça, qui a une histoire, qui a un son. Et pour nous, c'est tellement aidant dans notre carrière que de jouer sur ce genre d'instrument à un moment donné dans sa carrière. Voilà. Et je n'oppose pas la lutherie moderne à la lutherie ancienne. C'est deux choses complètement différentes, mais par contre, elles se complètent et c'est important de pouvoir passer de l'un à l'autre tout le temps. Et je pense que ça, c'est un véritable enrichissement. La lutherie contemporaine, elle s'est jamais aussi bien portée. C'est vrai que Talent et Violoncelle contribue à cela. On a énormément de jeunes qui, une fois qu'ils nous rendent l'instrument, parce que ça y est, ils ont les moyens d'investir, ils redemandent au même luthier un instrument. Donc, ça veut dire aussi qu'on ne s'est pas trompé, qu'on a fait confiance on a choisi les bons luthiers, etc. Et puis, on a encore plein d'autres luthiers à découvrir. Et voilà, je voudrais saluer en tout cas tout le travail associatif, parce que c'est un énorme travail. Donc, Elena Esper, qui est notre déléguée qui s'occupe de l'association, et qui a beaucoup de travail. Et puis l'ensemble de mon équipe, avec qui on a créé ce projet Talent et Violoncelle. Donc, Arnaud Blanchet, qui est expert comptable de formation et qui est notre trésorier. Frédéric Puzet, qui est dans la communication, et qui est secrétaire de l'association, et François-Xavier Anscuter, qui est notre président. Voilà. On sent que vous avez cette énergie de soutenir vraiment les jeunes avec ce projet. Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas le seul projet que vous avez. Vous avez aussi un ensemble Cello 8, c'est ça, avec lequel vous jouez. Vous n'avez que des jeunes qui vous accompagnent. Exactement. Alors, j'oubliais, effectivement, on a créé, pour accompagner encore plus les jeunes, on a créé un ensemble, un octoire, qui nous est aidé par... l'ensemble est aidé par Joël Rousseau, qui est une personnalité incontournable, un grand patron, et qui a dit, voilà, on crée cet ensemble, cet octoire, et grâce à ça, au fond, on a beaucoup de succès, là, on a beaucoup de concerts, on a joué aux Folles Journées de Nantes, on est passé en direct sur Arte, l'année dernière, on avait joué aux Victoires de la musique, etc. Bon, il y a beaucoup de projets, ça plaît beaucoup. Les jeunes sont incroyables, ils jouent d'une manière incroyable. On a des arrangements de perles du répertoire, de pépites du répertoire, comme on dit maintenant, qui sont écrits par mon père. Donc voilà, tout ça forme une aventure incroyable. Et c'est vrai que les jeunes en profitent maintenant, d'autres arriveront dans l'octoire, et au fond, c'est une espèce d'incubateur de talent, je ne sais pas comment on dit. Et d'ailleurs, souvent, c'est leur premier festival, leur première grande salle, leur première télé. On a fait un enregistrement. Pour certains, c'est la première fois qu'ils enregistraient, qu'ils sont dans le monde pro. Certains sont encore au conservatoire. Et c'est vrai que c'est assez exaltant. Donc, on a réussi ce beau projet aussi avec un disque qui vient de paraître, donc Cello 8, Ode à la nuit. Et pour revenir à votre carrière, quels ont été les derniers projets qui vous concernent, vous, au niveau des enregistrements, de vos expérimentations? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup enregistré ces 5 dernières années, des concertos peu connus, dans des répertoires oubliés. Par exemple, les concertos de Duport, que j'ai enregistrés avec l'ensemble Stradivaria et Daniel Cuillet, des délicieux musiciens. Et donc ces concertos sont magnifiques, marquent une période de l'histoire de la musique, de l'histoire du violoncelle dans la musique particulière, puisque Duport, c'était une star. Il jouait, un des deux frères jouait le Stradivarius, qui a enfourché Napoléon dans la cour des Invalides. Enfin, on voit toujours le coup d'éperon. Ce violoncelle a ensuite appartenu à Franchomme, puis à Rostropovitch. Bon. Et c'est vrai que c'est une période de l'histoire du violoncelle que j'adore, puisque c'est la virtuosité à l'état pur. Il y a une sensibilité, une expression qui est
tellement agréable dans cette musique qui date de 1800, 1810, on va dire. Et alors évidemment qu'il y a déjà eu Mozart, il y a déjà eu Haydn, ce sont des purs génies. Duport ne se situe pas du tout là, c'est pas un génie de la composition, mais c'est frais, c'est beau, ça met en valeur le violoncelle, et on se dit, voilà, ça c'était déjà les militants de l'époque pour leur instrument. Le violoncelle ne servait pas que à jouer la basse, et on avait déjà, on va dire, l'influence des virtuoses de l'époque qui voulaient pousser l'instrument plus loin. Évidemment. Vous disiez que son violoncelle a été enfourché par Napoléon. Je ne connaissais pas cette anecdote. Oui, parce que Duport, Jean-Louis, quand il revient de ses tournées, parce que c'est Jean-Pierre, je crois, son frère aîné, qui lui a appris le violoncelle, qui est à la cour du roi de Prusse. Et quand Jean-Louis revient de Berlin, Napoléon rencontre Duport, parce que Napoléon rencontrait toutes les stars du moment. Et Napoléon, en voyant le violoncelle, lui dit « Est-ce que je peux essayer ?» Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de pic, donc il présente ses mollets. Alors, Duport lui dit, ouvrez les jambes, présentez vos mollets, et on entend crac. Et en fait, il y avait l'éperon de la botte de Napoléon qui a fait un petit coup sur le... C'est Vatelot qui m'avait dit ça à l'époque, et il paraît qu'on voit toujours sur l'éclisse du Stradivarius le coup d'éperon de Napoléon. Voilà, c'est mythique. Mais c'est pour vous dire que la notion de star existait déjà il y a 200 ans, donc on n'a rien inventé non plus. Sauf qu'à l'époque, les stars voyageaient en diligence et puis passaient du temps à voyager, à rencontrer. Ouais, c'est une période complètement différente, tellement loin de ce qu'on connaît nous maintenant, hein, où on fait des allers-retours de ci, de là pour aller jouer et on prend l'avion, etc. Voilà, tout est différent maintenant et si rapide. L'évolution du répertoire, l'évolution des appréciations, on parlait des suites de Bach, du fait que, heureusement, les suites de Bach, maintenant, on se rend compte que ce n'est pas qu'une boutique à vendre du coup d'archet, et que ce sont avant tout des pièces, on ne sait pas pourquoi elles ont été écrites ni pour qui, pourquoi elles sont là, est-ce que c'est vraiment des pièces à jouer en concert moi, je préconise de faire l'intégrale des préludes, par exemple, ou un concert avec des danses successives de différentes suites, voilà. Et puis d'arrêter de jouer, si on aime Bach, si on respecte Bach, d'arrêter de jouer la 6e suite sur 4 cordes, c'est un non-sens. Ah oui, mais ça fait travailler ton pouce et ça fait travailler l'aigu. Bah oui, mais on a d'autres joyaux du répertoire pour travailler son pouce et son aigu. Et je pense que là, d'ailleurs, on le voit bien dans les concours internationaux et dans les concours d'orchestre, il y a de moins en moins l'imposé 6e suite. Et je pense que ça va faire du bien au violoncelliste juste pour ce... Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, la 5e suite, scordatur, maintenant c'est l'inverse. C'est peut-être 97% des violoncellistes sur Terre jouent avec la scordatur voulue par Bach. Et un point c'est tout. Et c'est tellement mieux, ça sonne tellement bien. Et je pense que la 6e suite, ça sonne tellement bien sur 5 cordes que si on aime Bach, on n'a plus à faire cet affront-là, de vouloir réduire sur 4 cordes, ça sonne pas. On n'est pas obligé, on n'arrive pas à faire sonner les accords comme il faut, et on peut travailler son pouce avec d'autres joyaux du répertoire, sans problème. Donc c'est ce que je dis à mes étudiants, je leur dis, tiens, on vous prête un piccolo. Ah oui, mais où est-ce que je vais trouver l'instrument? Mais on en a, voilà, dans l'association il y en a 2, au conservatoire il y en a 1, et puis quand bien même on peut équiper les violoncelles modernes d'une 5e corde. Bien sûr, il y a des cordes de mi qui existent. Étienne Péclar s'est fait construire un piccolo moderne, entre guillemets, et ça marche très très bien. Et tout est facile avec la 6e sur 5 cordes. Et je dis ça d'autant plus que j'ai mis du temps à y aller. Parce que moi, j'ai travaillé ma 6e suite sur 4 cordes. J'ai passé des concours internationaux. J'ai gagné des prix avec ma 6e corde et les gouttes de sueur. Mais on peut passer à autre chose maintenant. Alors Raphaël, pour finir, peut-être quel serait votre conseil pour les gens qui veulent aujourd'hui commencer le violoncelle, qui débutent, qui se posent plein de questions? Alors déjà, on peut commencer le violoncelle à tout âge. Et c'est vrai que il y a toujours un engouement pour le volume, pour le son, le type de son de l'instrument. C'est assez facile par rapport au violon de commencer le violoncelle. Et il n'y a pas de règle en fait. J'ai croisé récemment un groupe de violoncellistes amateurs passionnés qui jouent très bien. Ils sont tous patrons d'entreprise, etc.
et à leurs heures perdues, plutôt que d'aller à la pêche, ou en plus de la pêche, eh bien, ils font de la musique avec leur violoncelle. Ils ont un très beau niveau. Certains ont commencé tard, d'autres avaient commencé tôt et arrêté, et ont repris après. Je dirais qu'il n'y a pas de règle, en fait. De même qu'on dit souvent qu'il faut commencer jeune pour nous, pour devenir pro. Alors c'est vrai, quelque part, mais bon, moi j'ai commencé à 11 ans et demi et je ne me sens pas handicapé. Mais parce que j'avais l'oreille formée aussi, j'avais déjà fait 5 ans de piano, etc., etc. Et puis c'est allé peut-être plus vite pour moi que pour d'autres. Mais c'est sûr que le violon, par exemple, si on veut devenir un violoniste pro, il faut commencer jeune. Mais c'est un peu comme le sport. On fait du micro-geste tout le temps, des micro-mouvements, et plus on apprend jeune, plus c'est facile, et plus on est jeune, plus on est souple, et moins on va attiser les raideurs, en fait. Voilà. Notre ennemi numéro 1, c'est la raideur d'un mouvement. Voilà. Et donc je pense que c'est très important d'acquérir jeune la bonne technique pour pouvoir devenir meilleur musicien. C'est ce que je pense, c'est que plus on a de technique, meilleur on est musicien. Voilà. Et en même temps, tout le monde sait phraser, tout le monde peut chanter. Vous prenez quelqu'un dans la rue, vous lui dites chante-moi quelque chose. Je pense que tout le monde peut phraser. Voilà. Mais simplement, c'est une question de don de soi, c'est une question d'ouverture, c'est une question... Quelquefois, c'est difficile de parler de son émotion, mais quand on l'a fait, ça va toujours mieux après. Et je pense que c'est important, la musique, pour les gens, parce que ça procure pour certains une émotion qu'on n'arrive pas à décrire. Et je pense que quand on fait de la musique, on est encore plus proche de ça, puisque c'est nous qui créons l'action de l'émotion. Et je pense que je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, on peut commencer le violoncelle à tout âge, au moins faire sa propre expérience. Mais vous savez, les cordes frottées, c'est pas simple. C'est pas simple, parce qu'il y a une question de rapport poids, puissance, vitesse d'archet, l'emplacement de l'archet sur la corde, la résonance, comprendre que si on met trop de poids, ça étouffe la résonance, ça sonne moins bien. Et en fait, c'est une question de surf sur la vague, en fait. On est en permanence en train d'auto-réguler, de compenser, en permanence. Je crois même qu'un ordinateur, pour calculer ça va être compliqué. Il pourra y arriver, hein, l'intelligence artificielle, à mon avis, on arrivera peut-être à créer le son d'un tel ou un tel, mais j'attends de voir quand même. Je pense que c'est plus facile au piano parce que c'est, comme disait Jean-Claude Pentier, au piano, c'est plus vite, moins vite, plus fort, moins fort. Mais l'action de la touche, du doigt sur la touche, elle est assez simple à calculer, peut-être pour un ordinateur. Pour l'archet, la pression de l'archet, le mouvement de l'archet, la zone de l'archet sur la corde entre la touche et le chevalet, la pression à gauche, la qualité du vibrato, du son, du machin, c'est un truc, je ne sais pas si on arrivera, certainement qu'on arrivera à ce qu'une machine calcule ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc ce qui prouve bien que le musicien à cordes frottées, il produit quelque chose d'assez unique, au fond. Et c'est vrai. Moi, je suis impressionné par les instrumentistes à vent, parce que je me demande comment ils font avec l'air pour tenir autant, etc. Et eux, ils sont impressionnés par notre mouvement d'archet. Bon, voilà. De même que les chanteurs, je ne sais pas comment ils font, moi. Bon, la voix, ça se travaille, le souffle, arriver à garder de l'air, gérer son air, sa respiration. Voilà, c'est un truc, comme je vous disais, moi qui m'est arrivé sur le tard. Et puis je dis souvent à mes élèves, voilà, le faciès, en fait, c'est très important. Bill Sma disait qu'il réussissait à démancher parce qu'il levait les sourcils. Et c'est vrai, comme le fait le chanteur. Un chanteur, il va faire il va pas faire sinon il n'y arrive pas à la note. Et des choses comme ça, le physique, c'est très important. Et moi, j'en parle beaucoup, la posture, l'attitude sur scène, même. Pas regarder le jury dans les yeux, mais
regarder l'ensemble de son auditoire, oui, très important. Pas juste regarder son archet et ses doigts, même si on doit les contrôler. Si on regarde que le plafond en faisant l'inspiré, on n'aura pas forcément un jeu inspiré, parce que ça, c'est fabriqué. Mais il faut un peu des deux, en fait. Il faut rester naturel, en vie. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et il y a toute une époque où on était coupé du corps, en fait. On parlait que de là et pas d'en bas. Et je pense que c'est important maintenant de pouvoir sentir que c'est grâce au fait qu'on est bien, qu'on sait respirer, qu'on sait être bien assis sur l'assise, et qu'on peut se libérer et être encore plus performant dans la pratique de son instrument. En tout cas, un grand merci Raphaël Ouais, merci pour à vous. cet entretien. Un grand merci d'avoir partagé tout ça avec nous, c'était très très enrichissant. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo parce qu'on sera ravis de vous répondre. Alors, Raphaël, à bientôt, bonne continuation pour tout. Merci et bravo pour votre initiative et pour maintenir en vie le violoncelle qui est effectivement un de nos fleurons en France. Absolument, c'est avec plaisir. Merci à tous, à bientôt.